Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On va laisser quelques secondes alors que les participants se connectent. Michel Nahas, je suis vice-président directeur du bureau de Montréal ici chez Casacom et associé. Et aujourd'hui, on a tout un programme pour vous. On va plonger dans le merveilleux monde de la communication marketing avec Noémie, Claudia, Stacy, entre autres, et Anna. Et donc, Claudia, qui va diriger la présentation d'aujourd'hui, va présenter tout le monde dans quelques secondes. Je prends un petit moment pour vous remercier d'être là. C'est notre dernière, je le disais, puis je vois le nombre de participants qui est très nombreux. Ça nous donne une petite tape dans le dos. Ça nous dit que la formule, malgré tous les webinaires et autres présentations virtuelles auxquelles on a accès actuellement, bien, que notre formule vous plaît. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent. Je vais vous inviter, comme d'habitude, à partager si vous en avez envie, à nous interrompre, à poser vos questions. Et puis, j'espère que vous allez retirer à tout le moins une idée ou une piste qui va vous faire réfléchir puis vous aider là, dans la suite des choses. Donc, merci encore et Claudia, je te cède le plancher. Bonjour, merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette Casacadémie sur les tendances en communication marketing à surveiller en 2021. Mon nom est Claudia Ladouceur. Je suis la directrice en communication marketing de Casacom. Je serai accompagnée aujourd'hui de Noémie Foucault, conseillère principale en communication marketing, et Stacy Cavery, conseillère principale en marketing numérique. On rejoindra aussi plus tard Max Trudel, vice-président en vente et opérations de Yoga Fitness, qui va nous parler des défis qu'il occupe actuellement et des choses qu'il veut mettre en place en ce début d'année 2021. Si je peux faire un petit suivi sur ce que Jean-Michel a dit, je pense vraiment que le but d'aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec une petite ou une grosse étincelle d'inspiration sur des réflexions à avoir dans votre plan de communication 2021 que vous êtes en train peut-être de commencer ou que vous avez quasiment terminé de rédiger. Donc, on espère que cette présentation va aider dans ce sens-là. Si on regarde un peu notre horaire de la journée, on va commencer par dans le fond, ce qu'on a observé. Qu'est-ce qui se dessine en termes d'état d'esprit des publics pour la prochaine année? On va regarder ça un peu plus en profondeur dans la première partie. On enchaîne ensuite avec les meilleures pratiques à instaurer ou sur lesquelles tabler vos activités de communication marketing pour les prochaines années. Va ensuite se suivre 2 cas qui, on espère, vont pouvoir vous inspirer et vous donner une petite piste de comment mettre en application ces meilleures pratiques-là. Et finalement, on termine avec l'entretien avec Max et avec une période de questions d'une dizaine de minutes où vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, on vous invite peut-être durant la présentation à prendre des notes pour être sûr de ne pas en oublier. Ça va nous faire plaisir d'y répondre par la suite dans la période de questions. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, lors de la première vague, on s'en souvient, l'incertitude était tellement grande qu'on n'avait pas le choix de mettre de l'avant des messages clés, des messages qui tournaient quasiment uniquement autour de la santé et la sécurité. Le but était de rassurer les publics que finalement, ça allait bien aller. En contrepartie de ça, le niveau de confiance du public envers les entreprises était très élevé, avec plus de 2/3 des Canadiens qui disaient en mars dernier faire confiance au fait que les entreprises faisaient tout en leur possible pour faire face à la pandémie de COVID-19. Du côté de la population, le respect des mesures sanitaires, on s'en rappelle, était quasi total. Maintenant, entre la première et la deuxième vague, s'est passée la saison estivale. Donc, après un été de relance pour plusieurs industries, on s'est tranquillement installé dans la deuxième vague qu'on vit actuellement. Le déconfinement estival a ouvert toutes grandes les portes de la relance économique pour plusieurs secteurs, on va se le dire. Il y en a d'autres qui n'ont malheureusement pas pu décoller autant qu'ils auraient voulu. Mais ça a peut-être mené à un genre de relâchement autour des messages associés à la COVID-19. Ça s'est traduit par une perte de confiance d'environ 34% des consommateurs envers les entreprises en l'espace de quelques mois. Combinons ça actuellement à une morosité ambiante qui mène presque à la moitié des Canadiens à se dire tannés, fatigués de suivre les mesures sanitaires instaurées par le gouvernement. Donc là, on se demande la question à 100 $ à laquelle on va vouloir répondre dans cette Casacadémie-là, c'est comment tirer notre épingle du jeu dans ce climat? Selon nous, la réponse se tient en 2 mots. L'adaptation de nos modes de communication et surtout la sensibilité dans notre ton,
dans nos propos et dans nos manières de communiquer notre information. Pour aller un peu plus loin, autre que ces statistiques-là, on a résumé l'état d'esprit actuel des publics à avoir en tête lorsqu'on crée notre plan de communication marketing 2021 à l'aide de 4 termes. Le premier terme, vous le voyez à l'écran, c'est l'ambivalence. On vous a dit dans la diapositive précédente qu'environ 50% des Canadiens se disent fatigués de suivre les règles sanitaires en vigueur. Bien, c'est drôle parce que toutefois, ils n'ont pas perdu de vue l'importance de battre le virus. En fait, quasiment le 3/4 des Canadiens croient toujours que prévenir la propagation du coronavirus est une action très importante qui va même au-delà, qui devrait être plus importante que la prévention des répercussions économiques et des pertes d'emplois. Donc, ça, ce que ça nous indique, c'est que la lutte et les actions instaurées par les entreprises pour combattre la pandémie sont encore importantes à mettre de l'avant, mais de façon beaucoup moins directe que lors de la première vague. On va vous donner quelques trucs à ce sujet-là dans les meilleures pratiques dans quelques minutes. Ensuite, deuxième état d'esprit à prendre en considération, c'est l'insécurité. En règle générale, qu'est-ce qu'il y a à retenir, c'est que les publics sont anxieux. 24% des Canadiens se disent encore plus stressés qu'à la première vague et 50% se sentent en encore moins bonne santé financière que lors de la première vague en mars dernier. Donc, les effets financiers et sociaux de la pandémie commencent donc à se faire ressentir et c'est avec beaucoup de sensibilité à ces problèmes-là que les campagnes de communication devront se faire orchestrer dans les premiers mois de 2021. Je laisse la parole à Stacy pour la continuation de l'état d'esprit des consommateurs. Bonjour à tous, puis merci d'être là aujourd'hui avec nous. Puis c'est ça, Claudia a parlé d'ambivalence, elle a parlé d'insécurité, puis je vais parler un peu de conscientisation. Donc le graphique qu'on vous montre à l'écran en ce moment, c'est vraiment entre 2005 et 2020, le nombre de mentions par rapport à l'inclusion et la diversité qui ont été recherchées sur Google. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer où est le pic le plus élevé, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ce qu'on remarque, c'est que la tendance, elle n'a pas baissé, puis on veut garder ça en tête. On ne veut pas que la tendance baisse, on veut vraiment que dans les communications, que tout soit adapté pour qu'on parle de diversité, qu'on parle d'inclusion, puis ce n'est pas juste suivre une tendance, mettre un carré noir, mettre un arc-en-ciel quand il y a le mois de juin, on veut vraiment penser dans nos communication, comment on fait pour l'intégrer, comment on fait que ce soit pour le consommateur, que ce soit pour du B2B, que ce soit quand vous parlez à vos publics internes. C'est vraiment avoir cette notion-là en tête parce qu'elle existe, la tendance n'a pas baissé, puis on a vraiment une génération qui arrive engagée pour qui c'est important. Un autre point aussi, c'est vraiment la responsabilisation. Donc, on est passé d'un mode de vie il y a quelques mois où l'écologie était vraiment un pilier important de nos vies. Puis, la pandémie est arrivée, on est retourné vers on veut des choses uniques, on veut que ce soit, on a des masques jetables, on a des choses qui ne se réutilisent pas, mais on n'a pas oublié à quel point c'était important. On sait qu'on doit le faire en ce moment, mais 83% des Canadiens désirent que le monde soit plus durable et équitable après la pandémie. Donc, ce n'est pas un sujet qui a été oublié et c'est encore important d'en parler, c'est encore important de prendre des actions envers ce phénomène-là. On parle aussi beaucoup d'achat local. C'est sûr qu'on veut la relance, on veut parler, on veut encourager les économies locales, on veut encourager nos producteurs, puis garder quand même en tête que oui, on est prêt à faire ce changement, mais on ne veut pas que tout change non plus trop rapidement. Puis selon un sondage, les Québécois veulent encourager l'économie locale, mais ils ne veulent pas débourser plus que 8% du prix des biens qui pourraient être faits à l'étranger. Donc là aussi, c'est comment on met de l'avant l'humain. Parce qu'en vrai, qu'on vende des produits, qu'on vende des services, que ce soit de la consultation, c'est de l'humain qui est en arrière. C'est des personnes qui vivent, qui travaillent et on ne veut pas oublier non plus cette notion-là. Donc, gardez en tête aussi tout cet humain, nous tous ensemble, en fait, tout ce qu'on est aujourd'hui qui font aussi cette différence dans l'achat local. Puis, si on passe un peu à ce qu'on doit retenir, je dirais que les publics sont avides de changement. On est, comme je disais tantôt, on n'est peut-être pas prêt, on ne va peut-être pas se retourner sur une scène, mais la réflexion se fait. Les réflexions sont là, on en parle de plus en plus. Il y a tous les sujets dont on a mentionné tantôt, que ce soit la pandémie, que ce soit l'achat local, l'écologie, la diversité, l'inclusion, ce sont des choses auxquelles on pense de plus en plus. Puis il y a des petites choses, même si elles sont infimes, qui nous font tilter de plus en plus, puis qui nous permettent de prendre des décisions différentes face à l'achat. Donc, c'est vraiment de ça dont on doit se souvenir malgré le contexte dans lequel on est en ce moment.
Si on passe à la partie meilleure pratique, ben, on a rassemblé quelques données qu'on pensait qui pourraient vous être utiles, comme Claudia le mentionnait tout à l'heure. Vous allez faire vos plans 2021, ben, qu'est-ce qu'on doit garder en tête finalement? Puis on a vu une petite quote qui pourrait se traduire comme ça, c'est « Arrêtez d'interrompre ce par quoi les gens sont intéressés. Arrêtez d'apparaître et d'interrompre ce par quoi ils sont intéressés, puis devenez ce par quoi ils sont intéressés. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai déjà, quand j'écoute une playlist sur YouTube, il y a certaines publicités où je n'appuie pas sur faire passer la publicité parce que ça a capté mon attention. Le ciblage, la tonalité, ce que la pub mentionnait, ça a suffisamment capté mon attention pour que je l'écoute au complet et c'est devenu un contenu intéressant pour moi. Si on parle un peu de diffusion de contenu, ben, vous créez du contenu, pensez au contenu engageant. Oui, on veut que le contenu soit visible, mais on ne veut pas juste remplir un calendrier. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de créer du contenu qui va générer une conversation, qui va faire en sorte qu'on parle de vous, qu'on crée une communauté finalement engagée. On ne vend pas juste quelque chose, mais on fait partie d'un tout finalement, puis c'est de créer cette conversation-là. On veut varier les formats aussi. Ça ne veut pas dire juste publier des photos ou des liens vers des articles. Il y a de quoi s'amuser sur les plateformes aujourd'hui. On a de la vidéo, on a des GIFs, on a des sondages, on a des comptes à rebours. Il y a tellement de choses qui existent en ce moment qu'on a cette liberté de varier le type de format. Puis pensez au contexte actuel de la pandémie, pensez aux réflexes d'inclusion, de diversité dans tous vos contenus. Je vais prendre un exemple vraiment rapidement. Je suis en train de travailler avec mes collègues sur un petit test de personnalité, un petit quiz vraiment rapide. Il y avait une vingtaine de photos à mettre où il fallait choisir des photos pour avoir une réponse. Puis, c'est 15 minutes de plus qu'on prend, mais on sait déjà qu'on ne va plus parler de Noël, on va peut-être parler de temps des fêtes. On sait aussi qu'on va prendre des photos peut-être sur une banque de photos, mais si on s'adresse on est en train de parler en français, ben ça vaut le coup que sur la tasse, ce soit peut-être pas écrit Happy Holidays. C'est une petite chose, mais ça va faire tiquer une seule personne et ça va faire une différence dans un commentaire peut-être des fois. On a des familles de toutes sortes, on a de la diversité, de l'inclusion, on n'est pas dans l'hétéronormativité. Il y a énormément de choses à prendre en considération dans justement ce choix de contenu. Puis, on va aussi penser en ce moment, les gens ne peuvent pas forcément se rassembler, puis c'est un irritant. Donc, dans les contenu, dans ce qu'on dit, il faut aussi faire attention à toujours s'adapter. Utilisez vos plateformes, encore une fois, pour vous positionner, pour faire passer vos valeurs, pour faire passer vos messages et pas uniquement vendre du contenu parce que c'est ça dont les gens vont se rappeler. Puis, les plateformes sociales, ça reste un point de départ pour les conversations. C'est sûr positif comme négatif et c'est pour ça qu'il faut prendre en considération l'écosystème, en fait, dans le contexte dans lequel on vit en ce moment. Puis si je parle rapidement de diffusion, donc c'est ça, on a passé de la création de contenu, on a pensé à tout ça. Maintenant, comment on le diffuse? Il y a énormément de plateformes. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté 2 secondes et dire, c'est quoi ma raison d'être sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis? C'est quoi l'objectif? À qui je parle sur chacune de ces plateformes? Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui que je sois sur ces 4 plateformes-là? Puis, qu'est-ce que je diffuse dessus? Est-ce que c'est 4 fois le même contenu? Est-ce que je parle aux mêmes personnes? C'est juste avoir cette réflexion-là. Il y a de nouvelles plateformes qui existent. Donc, pensez aussi au nouveau mode de communication. La complémentarité entre l'achat sur les médias sociaux et l'achat local, on veut avoir cette complémentarité quand on pense à une stratégie numérique. Oui, on va mettre des sous sur Facebook, LinkedIn, peut-être Google Ads parce qu'on va rejoindre nos publics cibles à cet endroit-là. Mais où est-ce aussi qu'on peut les rejoindre? Dans les médias, on peut les rejoindre sur des sites québécois. Donc là aussi, on peut encourager l'économie locale dans nos publicités. Puis on peut avoir ce réflexe-là sans dire on tire la plug partout, mais juste penser dualité, penser complémentarité. Puis les médias, ça reste des médias fiables. Donc si on voit votre annonce, votre petit GIF, si on le voit sur des médias dans qui les gens ont confiance, ça va faire une différence. La force de l'organique par rapport au payant, puis je dirais ne jamais l'oublier. Vous avez un réseau qui est existant sur lequel vous pouvez tabler. Vous avez des employés, vous avez des partenaires, vous avez des membres. Vous créez un contenu de qualité, vous mettez des ressources, de l'énergie, de l'argent pour créer un contenu de qualité. Incluez toutes ces personnes-là dans votre stratégie de diffusion. Ça va faire une belle différence. Voilà. Je vais laisser la parole à Noémie. Merci, Stacy. Donc, je parle des influenceurs ici. Le marketing d'influence a bonne et mauvaise presse, mais
le marketing d'influence s'impose vraiment actuellement comme un levier pour les marques parce que les entreprises veulent de plus en plus investir intelligemment leur budget de promotion pour obtenir le meilleur retour sur leur investissement. En août dernier, il y a eu une étude qui a été faite par Forbes qui nous disait que le ROI, donc le retour sur investissement d'une campagne de marketing d'influence, va jusqu'à doubler après 3 mois après la publication. Donc, on peut comprendre ici que le marketing d'influence continue à vivre par lui-même parce que c'est une interaction continuelle entre l'influenceur et ses abonnés. Le marketing d'influence aussi permet aux marques de communiquer leur message, leur personnalité avec profondeur parce que justement, ils vont s'associer avec des personnalités qui sont aimées de leur public. Puis les budgets qui sont établis pour rémunérer les influenceurs deviennent de plus en plus conséquents en 2020 et en 2021. L'objectif d'abord, il ne faut pas oublier que le marketing d'influence, j'aime toujours mentionner ça, que ce n'est pas l'option facile quand vous voulez faire une promotion, promouvoir des habitudes de vie ou encore communiquer un certain message. Il faut connaître votre objectif d'abord, puis faire une création de contenu et s'associer avec des personnes qui vont être pertinentes puis qui vont soutenir justement cet objectif-là. 2020 aussi, ça a été une année assez intense sur les médias sociaux. On a vu des vagues de dénonciations déferler, des séries de collaborations qui ont été ratées ou encore des créateurs de contenu qui avaient des pratiques malhonnêtes. J'aimerais vraiment ici vous exhorter à connaître, analyser, puis vraiment vous assurer que le créateur de contenu que vous voulez cibler pour une certaine campagne soit exactement la personne que vous vous attendiez parce que c'est important. Actuellement, vos clients, vos consommateurs ils ont le flair très aiguisé puis veulent être exposés à du contenu qui va être vrai, vérifié, mais certainement authentique. Au niveau de la flexibilité, une erreur que j'observe souvent, c'est que les créateurs de contenu vont être un peu forcés à faire un copier-coller de vos messages clés. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter carrément en 2021 parce que les créateurs de contenu, on s'entend, on les engage pour créer du contenu. Ils ne sont pas en eux-mêmes une publicité, même s'ils vont propager un message particulier. Donc, c'est important de garder ça en tête. Au niveau aussi de la flexibilité, gardez en tête qu'on est dans un contexte où les sensibilités sociétales, raciales sont de plus en plus exacerbées, mais également qu'on est en pleine pandémie. Donc, la campagne que vous voulez faire actuellement n'est peut-être pas celle dont les consommateurs ont besoin. Donc, dans vos clauses avec les influenceurs, dans vos contrats, assurez-vous d'avoir cette notion-là de flexibilité pour savoir si ce n'est pas le meilleur timing pour faire la campagne, si elle peut être reportée. Donc, ça, incluez ça toujours dans vos contrats l'année prochaine. Au niveau de la qualité versus la quantité, évidemment, quand on fait une campagne de marketing d'influence, on s'attend ou on espère toujours avoir la plus grande portée possible, mais il faut se rappeler aussi que la qualité est importante, autant au niveau de la création de contenu, donc est-ce qu'on veut plutôt opter pour une vidéo qui va peut-être nous coûter un petit peu plus cher au niveau de l'investissement, ou encore des publications concours, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour le message que vous voulez propager, mais également les micro-influenceurs, c'est des influenceurs qui ne sont pas moins pertinents. Au contraire, ils vont avoir des audiences très nichées. Donc, tout dépendant de votre objectif, de votre stratégie, il faut déterminer qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des micros, des nano-influenceurs ou aussi des macro-influenceurs pour avoir vraiment un plan 360 qui va être très complet et complémentaire. Pour l'événementiel, évidemment, est une industrie qui est énormément chamboulée par la pandémie. Évidemment, les rencontres virtuelles, les webinaires sont des pratiques courantes, mais à peine 20% des organisateurs d'événements pensent réellement trouver des alternatives pour transformer des événements qui étaient prévus ou planifiés pour 2020 et pour 2021. Si on se remet un petit peu en contexte, selon un sondage léger de cet été, 1 employé sur 6 va être en télétravail jusqu'à la fin de l'année, puis même en 2021. Donc, c'est important que dans un contexte où, oui, la moitié des télétravailleurs aiment énormément ce nouveau mode de vie-là, l'autre moitié préfère le présentiel, s'ennuie de la présence humaine. Donc, c'est un contexte où une forte proportion de la population est exposée au virtuel toute la journée, la soirée pour parler à leurs proches, mais également sont exposés à une multitude de contenus sur le web, vraiment à journée longue. Donc, la fatigue, elle est très palpable actuellement. Pour générer de l'engagement actuellement, puis attirer les publics à votre événement, vous devez vraiment raconter une histoire qui va rassembler votre audience autour d'un certain contenu, d'un certain sujet, puis générer des connexions humaines. La connexion humaine, c'est vraiment le point à retenir actuellement. Puis, il faut aussi se rappeler que votre public actuellement a une vie sociale, on s'entend, assez limitée.
Donc, réfléchissez à une façon de lui faire vivre une expérience qui va marquer sa journée, sa semaine. Ça peut être tout simple, mais il faut vraiment avoir cette sensibilité-là de comment on peut un petit peu uplifter, si je peux me permettre l'expression, l'expérience de l'événement. Pour ce qui est de vos canaux de communication, vous avez peut-être certaines façons de communiquer avec vos publics, soit pour vos événements autant internes qu'externes. Est-ce que c'est le meilleur moyen actuellement? Est-ce que l'infolette, par exemple, c'est un moyen qui est efficace encore? Vérifiez vos chiffres, puis assurez-vous d'avoir une façon très pertinente, ciblée de les rejoindre. Ça pourrait être peut-être une vidéo qui serait dans un Facebook at Work ou encore une publication sur les médias sociaux qui irait rejoindre de façon très ciblée votre public pour votre événement. Mais bref, ça serait vraiment de revoir vos pratiques, vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Aussi, l'achat local, aussi toute la conscience environnementale, on ne le répétera jamais assez, mais près de 60% des consommateurs québécois ont l'intention d'augmenter leur consommation de produits locaux actuellement. Donc, soyez sensibles dans l'organisation de vos événements à ces facteurs-là. C'est sûr que l'achat local et l'achat un peu plus environnemental, c'est un petit peu plus coûteux lorsqu'on organise un événement, mais ayez cette conscience-là de faire un partenariat avec soit un artiste local, d'acheter des produits locaux pour votre événement ou encore d'utiliser une plateforme locale pour la diffusion de votre événement. Bref, de garder ça en tête parce que si votre marque, si votre entreprise a une sensibilité à ces choses-là, vos consommateurs, vos publics vont certainement le remarquer tout de suite. C'est aussi, j'aimerais terminer en disant que 2020-2021, la pandémie, tout le contexte qui l'entoure, c'est une période d'essai-erreur. Personne n'a la réponse actuellement. Je crois qu'on est tous dans une période d'essai, de transition. On essaie des choses, il y a des choses qui vont moins bien fonctionner, mais on va certainement avoir des succès avec des événements. Donc, n'ayez pas peur d'essayer. J'ai vu énormément d'entreprises qui, autant à l'interne qu'à l'externe, ont décidé de mettre sur pause tous les événements. Ça peut être une bonne chose quand on est dans un contexte d'incertitude, mais je pense qu'avec la relance, la deuxième vague, puis l'année prochaine, c'est important de recommencer à être un peu plus actif de ce côté-là, puis de ne pas avoir peur d'essayer. Puis le virtuel, évidemment, il y a des côtés un peu plus négatifs, on est peut-être fatigué, mais le virtuel a des points positifs, notamment parce qu'on peut avoir accès à des données très pertinentes. Puis ces données-là peuvent nous permettre justement de savoir ce que votre public veut avoir accès, puis de faire un événement en conséquence et même d'analyser votre événement, puis de le modifier pour une prochaine édition, par exemple. Avant de passer à notre entretien avec Max Trudel de Yoga Fitness, je voulais un petit peu vous inspirer puis vous démontrer ce qu'on avait fait dernièrement qui pourrait rassembler quelques idées qu'on vient de vous exposer. Donc, le premier, c'est un événement qu'on a fait avec notre client, nos 3 clients italiens, le prosciutto di Parma, le fromage Grana Padano et le prosciutto di San Daniele. Donc, ça fait partie d'une campagne qui met en valeur les icônes de la gastronomie européenne par l'Union européenne, puis c'est notre client depuis quelques années. Et cette campagne-là internationale a pour objectif d'éduquer les consommateurs par le biais d'influenceurs de médias sur l'histoire et les particularités des 3 produits, mais également de mettre un accent particulier sur l'importance d'intégrer des produits de qualité à notre alimentation. Donc, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Habituellement, les initiatives qu'on réalise pour mettre en valeur cette campagne-là, c'est notamment un souper gastronomique avec des médias, des influenceurs, des chefs qui est très rassembleur à l'image de la culture italienne, mais également de l'achat média, des campagnes de marketing d'influence, des dégustations en magasin et plusieurs autres choses qui font vraiment en sorte que cette campagne-là est 360. Évidemment, il y a énormément de choses, dont les dégustations en magasin qu'on a dû canceller, qu'on a dû repenser à d'autres façons de mettre le produit dans les mains des consommateurs, mais notre alternative pour l'événement, par exemple, ça a été de créer un événement évidemment en virtuel, mais on voulait s'assurer que ça soit un événement rassembleur. Au départ, premièrement, on a décidé de s'associer avec le chef Stefano Feita, qui est un chef assez connu, donc il pouvait agir ici à titre d'influenceur, d'ambassadeur de l'événement pour donner un petit push, un petit attrait supplémentaire à notre événement. Donc, le chef s'est associé à nous pour être notre tête d'affiche qui a attiré différents médias et influenceurs de groupes variés. On a décidé aussi d'aller avec Stefano parce que c'est un chef assez neutre dans les médias, donc ça nous a permis d'aller chercher différents influenceurs qu'on n'aurait peut-être pas pu se permettre d'aller chercher avec un autre chef. Et puis, on a décidé de faire un atelier culinaire en mode forme d'émission de cuisine très interactive. Donc, on était en studio, Stefano et moi, évidemment, à distance pour s'assurer de respecter toutes les mesures.
Mais on a fait appel à notre public, donc nos médias et nos influenceurs, tout au long de la soirée pour s'assurer qu'ils soient engagés avec nous, qu'on puisse discuter avec eux. Puis, l'événement, c'était vraiment à l'atelier. Donc, les médias, les influenceurs recevaient une boîte prête à cuisiner à la maison avant l'événement, le jour même, pour s'assurer qu'on ne prenne pas toute la place dans leur frigo. Tous les aliments étaient préportionnés. Donc, on voulait qu'ils soient engagés, mais on ne voulait pas trop leur en demander. Donc, tout était fait, les recettes étaient simples. Puis, on a vraiment pu les éduquer sur les produits, mais également avoir de l'interaction puis discuter avec eux. On a fait un petit sondage auprès de ces médias et influenceurs pour savoir, selon eux, premièrement, s'ils avaient aimé l'événement, puis c'était quoi, selon eux, les facteurs de succès. Évidemment, selon eux, c'était la partie d'éducation sur les produits était très courte. Donc, premièrement, l'événement était d'une durée maximale d'1 heure. On a fait 55 minutes environ. On a gardé la partie d'éducation très courte et en forme de conversation. Donc, Stéphano et moi, on échangeait sur les produits plutôt que de faire une présentation avec énormément d'éléments historiques parce que c'est important pour les producteurs de ces 3 produits de parler de l'histoire, de l'authenticité des aliments. Donc, il fallait vraiment qu'on garde ça de façon très rafraîchissante et assez dynamique. Donc, ça a été un facteur de succès selon les médias. Également, on les a impliqués dans notre événement sans trop leur en demander. On a également eu la conscience d'achat local et tout au niveau de l'environnement également. Évidemment, ces 3 produits italiens de l'Italie. Mais tous les autres ingrédients qui composaient les 2 recettes, c'était des produits locaux qui étaient achetés à Montréal à très peu de distance. Puis on s'est assuré d'avoir aussi le plus possible une livraison qui était dans ces faits-là. Puis on s'est concentré à Montréal et un petit peu à Québec. Donc ça, c'est une façon de justement garder en tête l'achat local et le côté environnemental. Puis on a également gardé cette touche tangible-là que les médias et les influenceurs ont vraiment beaucoup apprécié. On leur a envoyé une boîte de produits, on a mis une note personnalisée, on les a inspirés avec quelques recettes pour qu'ils puissent continuer à utiliser les produits pour la suite. Mais bref, c'est vraiment d'avoir vraiment un paquet puis un événement qui est adapté au public, puis c'est ça qui a fait le succès de cet événement-là. Pour les JPS, c'est tout autre chose. Les Journées de la persévérance scolaire habituellement déploient une grande campagne annuelle en février, puis avec la pandémie, ils ont été sensibles à la situation puis se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour la rentrée. La rentrée est trop différente, on ne peut pas être muet. Donc, l'objectif ici, ce ne sont pas dénaturer, c'est toujours le même objectif, c'est d'insuffler une dose de persévérance aux jeunes, mais également aux adultes de l'entourage de ces jeunes-là. Puis, en remerciant également le personnel d'avoir pu s'adapter rapidement face à la pandémie. Donc, c'était notre objectif principal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver? C'est de faire une campagne d'achat média. Donc, tout d'abord, on a fait une publicité. Puis dans cette publicité-là, qui a été tournée en pleine pandémie, on a choisi d'y aller avec la diversité. On a été sensible à ça. On a voulu aussi garder un facteur de proximité. Donc, on a eu des acteurs, un papa et son enfant, pour qu'on les voit tout proches. Mais sinon, c'était vraiment de garder cette conscience-là. Puis cette publicité-là a été diffusée autant sur le web, mais également dans des plateformes locales, régionales, très au Québec, autant sur le web que dans le papier. Donc, c'est vraiment de garder cette conscience-là. Puis, on s'est également muni d'ambassadeurs, donc d'influenceurs dans leur milieu, dont le docteur Stanley Volant ou encore Mme Marie-Ève, qui a été une professeure très médiatisée tout au long de la pandémie. Donc, vraiment d'avoir autant de l'achat local, des ambassadeurs, quelque chose de très 360. Puis les résultats ont été marquants. On a eu des millions de visionnements des contenus, puis des commentaires. Ça, c'était le plus important, le côté qualitatif de la chose, des commentaires des parents, des jeunes et des enseignants qui ont fait en sorte qu'on l'espère, a donné un petit peu de persévérance et un petit peu de courage pour la rentrée. Merci. Merci Noémie, merci Stacy, c'était super intéressant. On est déjà rendu à notre partie avec Max. Max, t'es bien là? On enlève le micro. Salut, on l'a tout déjà fait au moins une fois. Une fois par jour à peu près. Merci d'être avec nous, Max. Ça fait plaisir. Écoute, on pourrait peut-être commencer pour le bien des gens qui sont présents avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous en dire un peu plus sur Yoga Fitness et surtout comment votre offre a évolué depuis le début de la pandémie? Oui, mais Yoga Fitness, depuis déjà plusieurs années, opère des centres de yoga et de fitness dans la région de Québec. Donc, on avait 3 centres et tout allait bien. Les gens étaient heureux de venir nous voir à chaque jour. Et évidemment, quand tout ça est arrivé, on a dû fermer boutique
pas mal du jour au lendemain. On l'a su, je pense, 2 jours d'avance qu'il faudrait fermer au mois de mars. Et ce qu'on a fait, notre premier réflexe, ça a été comment est-ce qu'on peut conserver le lien avec notre clientèle, continuer d'entretenir cette communauté-là. On ne savait pas pour combien de temps on serait fermé à l'époque. Donc, on a commencé par faire des vidéos de quelques minutes à 1 heure de formation, finalement, de cours de yoga, de cours de fitness qu'on donnait à raison de 1 par jour là, sur notre Facebook. Le temps de voir un peu qu'est-ce qu'on allait faire avec ça, qu'est-ce que le gouvernement allait nous imposer. Et ces vidéos-là ont tellement été appréciées, on pensait que ça durait peut-être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais qu'on a décidé de faire une plateforme en ligne et vraiment de vendre finalement des abonnements à notre plateforme de vidéos pour que les gens puissent continuer de s'entraîner avec les professeurs de yoga, les professeurs de fitness qui connaissaient, puis que ça gardait aussi cette relation-là un peu entre le client puis le professeur qui était, je pense, plus que bienvenu là, alors qu'on ne pouvait pas voir personne. Donc, de fil en aiguille, on a lancé ça. Et par la suite, on a lancé aussi des cours en live, donc des cours par Zoom, comme on se parle présentement, où le professeur est de son côté en studio, donne son cours et les gens peuvent le suivre, mais aussi où le professeur peut voir les gens à la caméra pour interagir avec eux, ne serait-ce que leur donner des petits conseils, des encouragements, tout ça de manière personnalisée. Donc, ça crée encore là vraiment une communication, je pense, dans les 2 sens, qui est aussi très appréciée là, par nos gens. Donc, on a réussi à tenir le fort comme ça, à garder notre communauté, à garder nos gens engagés. On a des super beaux commentaires tout le temps qu'on aide les gens justement à tenir tout simplement, je pense, par les temps qui courent, en fait, la conversation avec le professeur, le fait de l'avoir avec toi, si vous avez déjà vu une de nos vidéos, les profs sont là, puis amènent cette énergie, font des niaiseries des fois, interagissent avec les gens. Donc, les gens ont vraiment l'impression qu'ils sont avec eux. Je pense que ça, c'est essentiel dans ce qu'on fait. Et ça nous a permis, évidemment, comme entreprise, de garder nos gens avec nous, de garder nos profs près de nous, de les faire travailler, ne serait-ce que pour les occuper psychologiquement, mais aussi, évidemment, pour leur assurer un revenu, puis de les garder avec nous là, jusqu'à la reprise, qui, on ne sait pas ce sera quand, mais on a tous très hâte de revenir quand même en présentiel, pour utiliser le terme. Ben oui, ben justement, parlons-en. Donc là, vous vous êtes complètement transféré vers le virtuel à la première vague. Là, on se rappelle, cet été, les centres de conditionnement physique ont pu réouvrir. Donc là, vous avez eu des communications en ce sens-là. Tu me disais qu'il fallait beaucoup rassurer les gens sur les mesures sanitaires mises en place. On était plus dans le côté technique de la chose. Arrive la deuxième vague, vous devez refermer. Comment est-ce que tu décrirais l'état actuel? C'est quoi ton défi de communication actuel avec l'ambiance qui se passe en ce moment? Je pense qu'en ce moment, c'est de réagir un peu à l'atmosphère puis au mindset des gens qui diffère beaucoup. Je pense que la première vague, il y avait quand même un effet de nouveauté, un effet de ça va être temporaire, qui faisait que les gens embarquaient un petit peu plus, avaient besoin de se changer les idées. C'était la fin de l'hiver, on avait une belle énergie, l'été arrivait. Tandis que là, à la base, on rentre dans l'hiver. Donc, c'est sûr que l'énergie n'est jamais la même, mais les gens sont épuisés aussi. Ils sont épuisés, ils ne savent pas ce qui s'en vient. On entend des choses, on ne sait pas si ça va être vrai, tout change du jour au lendemain. Fait que, je pense que le défi, c'est de garder cet effet de communauté-là, de garder cette espèce d'excitation-là. Quand on ne veut pas, on a de moins en moins de choses à annoncer aussi. On est passé en numérique, il ne se passe rien dans le monde physique, il y a moins d'événements, il y a moins de tout. Donc, comment est-ce qu'on garde les gens tout aussi excités? Puis comment, nous, on a des nouveaux clients qui viennent vers nous constamment parce que c'est un nouveau modèle, on n'est plus juste à Québec, on est à l'échelle du Québec. Mais comment est-ce qu'on peut accueillir tous ces nouveaux clients-là et leur donner l'expérience Yoga Fitness, qui est cette espèce d'effet de communauté, que tu rentres dans un centre, tu es accueilli par le professeur, il y a une ambiance, les gens discutent entre eux. Mais comment est-ce qu'on est capable de recréer ça en numérique pour que ces gens-là ne sentent pas qu'ils sont un peu des clients de deuxième niveau qui font juste acheter un abonnement en ligne comme ils s'abonneraient sur Netflix, sur Peloton ou sur peu importe les autres plateformes qui existent, et vraiment s'abonnent à cette communauté-là, comme ceux qui étaient sur la plateforme au début, qui nous connaissaient et qui ont encore en tête l'expérience qu'ils vivaient dans les centres.
Bien, justement, donc, avec cette nouvelle mentalité-là des consommateurs, puis cette fatigue-là dont tu parles, comment est-ce que vous avez actuellement ajusté vos communications pour adresser ce nouvel état d'esprit-là en ce moment? Bien, je pense que le premier point, c'est vraiment l'expérience client. On a vraiment travaillé très, très fort sur l'expérience client. Autant pour répondre aux questions de nos clients, on a une équipe je ne veux pas dire support, mais bon, je viens de la technologie, donc c'est le mot qui me vient en tête, mais qui répondent 24 heures sur 24 de manière hyper attentionnée, avec beaucoup, beaucoup d'empathie à toutes les demandes de nos clients, je veux changer mon mot de passe, je n'ai pas trouvé le cours qui me convient pour aujourd'hui. Donc, ça, on essaie de garder vraiment cette proximité-là. On a aussi créé des groupes, des défis où les gens vont se joindre à un groupe Facebook où ils peuvent vraiment interagir au quotidien avec les professeurs pour vraiment amener cette motivation-là qu'ils ont peut-être un petit peu moins qu'ensemble. Puis au niveau de nos communications, bien, c'est d'engager les professeurs aussi dans la communication. Donc, c'est vraiment eux les piliers, ceux que les gens connaissent, puis on le voyait dès le départ quand on leur demandait qu'est-ce que vous voulez comme cours en ligne. Est-ce qu'on fait une capsule par jour, deux, une par semaine? Qu'est-ce que vous voulez? Puis les gens ne nous demandaient pas un type d'entraînement, un type de yoga, je veux faire des bras, des fesses, des abdos, peu importe. Ils nous demandaient, je veux voir tel prof, je m'ennuie de lui. Je veux voir tel autre prof, je m'ennuie d'elle. Donc, c'est vraiment ça que les gens veulent. Ils veulent voir ces gens-là à qui ils sont attachés beaucoup plus qu'ils veulent le produit. Puis bon, c'est sûr que le produit doit être à la hauteur des attentes. Mais c'est ça. Donc, on essaie de les inclure. On essaie d'inclure nos clients aussi, de repartager les contenus. On a demandé souvent à nos clients, bien, partagez-nous sur Instagram, sur Facebook, quand vous vous entraînez à la maison. On veut le voir, puis on veut vous mettre de l'avant. Puis c'est vraiment cette communauté-là qu'on veut mettre de l'avant. On vous avait parlé d'influenceurs un petit peu plus tôt. Maintenant, on essaie aussi d'aller avec des micro-influenceurs, avec des gens qui pourraient ou font déjà partie. On a la chance d'avoir des influenceurs aussi qui s'entraînaient dans nos centres par le passé. Donc, s'assurer qu'ils font partie de la communauté. Puis c'est sûr, c'est des gens, c'est des ambassadeurs qui créent des contenus qui sont habitués de faire ça, donc des contenus qui sont souvent plus engageants que moi dans mon sous-sol avec pas de caméra. Donc, c'est sûr que ça nous aide à mettre de l'avant tout ça puis à faire ressortir un peu le sentiment puis l'excitation qu'on voit là, dans la communauté au jour le jour là, quand les gens nous écrivent. Bien, justement, donc ce que je comprends, c'est que vous avez vraiment mis de l'avant plutôt le côté humain de Yoga Fitness, évidemment, dans la première vague, mais plus que jamais lors de la deuxième vague, parce que le monde crave, le monde a besoin de ça beaucoup plus que du produit en tant que tel, comme tu le disais. Puis pour faire un peu un lien avec les micro-influenceurs dont tu parlais, avec toi, on a eu la chance de conduire une campagne de nano-influenceurs. Je me rappelle quand on l'a proposé, on a vraiment discuté, vous avez embarqué. Selon toi, pourquoi c'est important d'avoir fait du marketing d'influence et surtout, comment est-ce que ça a fonctionné pour toi, selon toi? Mais je pense que c'était le marketing idéal pour le produit qu'on avait parce que notre but, c'est d'être dans le quotidien, c'est d'être dans le salon des gens qui s'entraînent, de venir là. Donc, la meilleure façon, je pense, c'était d'être dans leur réalité avec, je veux dire, leurs amis ou les gens qui les inspirent, les gens qui suivent et des gens qui leur ressemblent aussi. C'est le fun de faire de la publicité. On a fait de la publicité, mais bon, c'est léché, c'est pas nécessairement toi. On a fait des publicités où on incluait des clips, justement, des gens qui s'étaient filmés chez eux. Donc, ça rejoignait un peu le même objectif. Mais les micro-influenceurs, on est allé chercher, pas des vedettes, des mamans, des gens au quotidien, un peu tous les profils qu'on reconnaissait dans notre communauté, avec une portée qui était, somme toute, limitée. On dit micro-influenceur, mais qui va vraiment chercher un petit peu plus, qui a vraiment une relation privilégiée, je pense, avec ces gens-là. Pas tant pour les influencer à l'essayer, leur vendre le produit, mais pour leur montrer « Hey, j'ai du fun à faire ça. » Tu devrais, si tu as besoin de te remonter le moral, si tu as besoin d'ajouter quelque chose dans ta vie, regarde, c'est vraiment cool, moi j'aime ça, puis c'était sincère, parce que les gens, on n'a aucun influenceur qui n'utilisait pas ou qu'on n'a pas invité à utiliser puis à s'assurer qu'il aimait la plateforme avant. Donc, je pense que cette sincérité-là, c'est ça qui était essentiel. Puis c'est ça, Yoga Fitness. C'est de mettre nos gens, de mettre le volet humain avant tout. Notre fondatrice l'a dit souvent, c'est juste du yoga, c'est juste du fitness. C'est ce qui est autour qui nous différencie.
et non pas la routine qu'on va te faire faire. Oui, il faut qu'elle soit bien, mais après ça, c'est le professeur, c'est l'ambiance, c'est toutes ces petites attentions-là. Puis, je pense que les micro-influenceurs permettent de faire ressortir ça beaucoup plus qu'une publicité qui va te dire voici l'adresse web, voici la promotion, voici ci, ça, mais bon, qui est beaucoup plus steak de laine patate. C'est pas ça que les gens recherchent de ce temps-ci. Je vais la réutiliser, celle-là. J'adore ça. Ben, dans le fond, donc, si je résume, c'est comme si le marketing d'influence était le volet payant de l'empathie que vous voulez mettre de l'avant autour de Yoga Fitness depuis les derniers mois. Là. Oui, puis je pense que les micro-influenceurs que vous avez trouvés reflètent ça. Puis dès le début, ils ont embarqué, ils nous en ont donné plus souvent que ce qu'on demandait, puis ça fonctionne. Génial. Puis écoute, dernière question, c'est déjà terminé. Mon Dieu, ça passe vite. Peut-être parce qu'on est dans le mood du temps des fêtes, on est dans le temps de la nouvelle année qui arrive. Qu'est-ce que vous avez appris d'un point de vue communicationnel dans les derniers mois et que vous comptez mettre de l'avant en 2021? Bien, je pense qu'on a appris avant toute chose, c'est de ne pas se dénaturer, c'est de ne pas paniquer, de ne pas se réinventer, mais en restant fidèle à ce qui a fait le succès de nos entreprises par le passé. Ça va revenir, veut pas. Fait que si on change bout pour bout, puis qu'on essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas, finalement, d'être l'inverse de ce qui a fait notre succès, de se mettre à faire des gros deals, des promotions, un produit qui serait cheap, pas humain, de notre côté, ça ne marcherait pas parce que les gens qui vous suivent pour vous suivent pour vos valeurs, pour qui vous êtes, pour ce que vous faites depuis des années. Puis, je pense que dans toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé là, depuis le début de la pandémie, c'est ce qui fait leur succès, de rester eux-mêmes, modifier le modèle d'affaires, s'adapter aux canaux de distribution, mais en restant qui vous êtes. C'est superbe pour terminer cet entretien-là avec toi, Max. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Puis si vous avez des questions même pour Max, n'hésitez pas. Ou pour évidemment n'importe quel des panélistes. Donc, je crois qu'on a une première question, Anna, de la part de Joanne, c'est ça? En effet, on a ici Joanne Desrochers qui demande à l'attention de Max, quelle place faites-vous ou quelle importance accordez-vous aux relations publiques, relations de presse ces temps-ci? C'est pas pour nous un gros morceau. On l'a fait pendant l'été. Ça nous fait toujours plaisir de participer. Mais je pense que ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est notre communauté. Dans notre cas, on l'a vu dès le début. On a donné certains contenus. Les gens sont venus, démontrent leur amour sur nos médias sociaux au quotidien. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a misé. Puis, c'est ce bouche-à-oreille-là qui fait notre succès. Mais chaque modèle est différent. Je pense qu'on a la chance d'avoir cette communauté-là qui est super engagée, qui nous fait vivre par elle-même. Merci, Max. Donc, Joanne qui nous répond que la question s'adresse également à notre équipe de Casacom. Donc, relations de presse, relations médias. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, Claudia, Noémie, Stacy? Oui, je vais laisser. Honnêtement, je pense que les gens qui sont ici connaissent un peu Casacom. On est assez fans de l'approche intégrée, en autant que, évidemment, l'histoire soit homogène sur toutes les plateformes. Donc, les relations de presse sont une de ces plateformes-là. Je ne sais pas si je peux répondre, mais je ne sais pas, peut-être, Noémie, tu as fait beaucoup de relations de presse ces temps-ci. Peut-être que tu as un début de réponse pour Joanne? Oui. En fait, je pense que les communications marketing font partie justement d'une plus grande des relations publiques d'une organisation. C'est important de prendre tout ça en compte. Pour nous, ce n'est pas séparé. Au niveau des relations de presse, actuellement, je pense qu'on l'a répété dans plusieurs cases académies, mais c'est extrêmement difficile de faire des relations de presse actuellement. Il faut s'assurer d'avoir beaucoup de patience, une histoire, des porte-paroles disponibles. Puis c'est sûr que ça prend une forte partie, ça dépend des clients. Avec Yoga Fitness, justement, on l'a fait cet été pour positionner leurs dirigeants. Mais on préférait pour le reste de l'année se concentrer sur des nano-influenceurs, par exemple, mais ça va dépendre du message que vous voulez communiquer, de l'annonce. C'est toujours, ça dépend du client. Je n'aurai pas de réponse parfaite, toute faite pour cette question-là, mais ça va dépendre vraiment de votre message. Assurez-vous d'avoir une histoire qui est très complète avec énormément de données puis d'avoir beaucoup de patience pour faire des relations de presse actuellement.
Donc, je fais un appel à tous nos participants. Vous avez devant vous des panélistes très engagés, prêts à vous parler de communication marketing. Est-ce que vous avez des questions pour notre équipe ou pour notre invité Max Trudel? N'hésitez pas à lever la main ou sinon de poser votre question anonyme ou pas dans la section Q et R. On a une première main levée qui nous vient de Joanne encore. Donc, Joanne, je vais vous donner la parole. Voilà. Merci. Je m'excuse de prendre d'autant de place. Je suis curieuse, pour identifier la clientèle sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose comme définir notre clientèle, les groupes cibles. Je suis de l'ancienne école, j'étais moins sur les réseaux sociaux, alors, mais je me demande, plusieurs personnes parlent de ça, d'identifier notre clientèle sur les réseaux sociaux. Comment vous faites ça? Et est-ce qu'on peut se fier aux résultats une fois que c'est fait? À partir de quelles données vous pouvez faire cet exercice-là? C'est sûr qu'il y a une partie de vos publics cibles, je réponds, et puis vous remarquez aussi, mais il y a une partie des publics cibles que vous connaissez aussi. Vous avez une idée de qui sont vos publics, mais ce qui va être intéressant, c'est peut-être sur chaque plateforme sur laquelle vous êtes présent, vous pouvez aller voir les données, vous pouvez aller voir les statistiques en arrière de la machine, puis voir qui est-ce que vous rejoignez. Donc, ça peut être les intérêts, les tranches d'âge. Vous avez aussi de l'information, vous pouvez feeder. Puis moi, ce que je trouve qui est fun aussi avec le numérique, c'est qu'on peut tester. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, mettons, une publicité ou un contenu que vous testez avec une première audience, puis vous testez la même chose sur une deuxième audience. Vous testez des tranches d'âge différentes, des lieux différents, puis regardez qui est-ce qui répond le mieux. Donc, ça vous donne aussi cette flexibilité, cette latitude d'être tout le temps en mode test au final, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Il n'y a jamais une audience idéal, dépendamment de la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y aura des générations différentes en fonction des lieux où vous êtes. Il y aura des utilisations différentes des plateformes. Donc, c'est pas mal un peu de vos connaissances puis de ce que vous pouvez aussi tirer des données des différentes plateformes. D'accord, merci. Merci. Oui, puis même si je peux compléter avec une lentille achat média, qui est une autre des expertises qu'on a chez Casacom. Les médias sociaux sont extraordinaires pour aller chercher des gens spécifiquement et mieux comprendre leur comportement. On aime toujours ça quand on fait une stratégie de diffusion, que ce soit une vidéo ou des visuels. On aime ça ensuite compléter avec un achat média local, évidemment pour encourager l'économie locale, qui est une grosse tendance qu'on vous a présentée il y a quelques minutes, mais aussi parce que les médias québécois, les médias d'information ont en général une crédibilité qui est à ne pas négliger pour faire passer un message. Donc, par exemple, quand on a une vidéo d'un client, on va la passer à l'aide d'une stratégie de diffusion sur Facebook, sur Instagram, dépendant du type de clientèle qu'on va aller chercher. Mais on va aussi peut-être y mettre une petite composante qui va aller dans des médias québécois pour que les gens qui sont là-dessus considèrent notre compagnie comme une compagnie crédible qui encourage l'économie locale pour donner un peu ce petit oomph-là supplémentaire. Merci, Claudia. On a une question qui nous vient de Joe Béribé qui demande quelle serait une bonne manière et à moindre coût de varier les contenus sur les médias sociaux lorsqu'on travaille de la maison, donc qu'on n'a pas accès à beaucoup de matériel. Je pense que ça vient aussi avec, on a parlé peut-être beaucoup d'authenticité, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut créer de la maison qui va peut-être rejoindre plus directement nos publics cibles. Donc, je parlais tout à l'heure peut-être de sondages, de petites données qu'on peut partager, des stories qu'on peut faire de la maison, qu'on peut inciter tout le monde à partager. On peut inviter des clients à discuter. On peut faire des discussions entre employés. On peut faire ce qu'on fait en ce moment aussi, des petits webinaires à destination de l'interne, de l'externe, si c'est du B2B. Je pense qu'on peut trouver des façons justement de jouer puis d'alterner, même sans faire tout le temps des grosses productions. Puis l'authenticité, des fois, vaut presque autant que
on a un beau contenu de qualité, mais faire passer son message puis être authentique aussi, ça fait une différence. Si je peux rajouter, je pense que c'est un excellent moment pour tester des choses aussi. Je pense que les gens sont beaucoup plus indulgents. C'est sûr, du côté yoga fitness, bon, on a des studios de tournage, on veut faire de la vidéo, on a de l'équipement, tout ça, mais à faible coût, de l'autre côté, on a une compagnie de technologie de gestion des ressources humaines. On en a profité pour justement coacher notre équipe à se tourner avec un iPhone, juste comment l'éclairage, le son, tout ça, comment s'assurer d'avoir une vidéo d'une belle qualité. Puis c'est le moment parfait pour se faire la main, pour tester des choses. Puis je pense que le format vidéo fonctionne super bien parce que les gens ont besoin de cette proximité-là. Donc pour nous, ça nous a aidé à vraiment connecter là, avec notre clientèle. Donc essayer des choses. Puis la vidéo, c'est facile. Les caméras d'iPhone sont tellement rendues et au téléphone sont tellement rendues performantes qu'il suffit d'avoir un bon son, un bon petit micro, un petit montage de 10 minutes. Puis nous, en tout cas, ça nous a permis de créer des communications super engageantes, là. Avons-nous d'autres questions? On ne semble pas avoir d'autres questions. On a Joanne qui demande si Max fait du coaching vidéo à l'externe. Ça peut m'arriver, oui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous donner quelques trucs, là. Ça, c'est le prof qui parle. Claudia, je te laisse le mot de la fin alors. Ben oui, je vais faire ce cours. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent ce matin. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Puis évidemment, la discussion peut se continuer hors conférence. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel, un petit message LinkedIn si quelque chose vous inspiré ou vous voulez plus d'informations sur quelque chose ou même un petit problème que vous voulez qu'on regarde ensemble. Il n'y a aucun. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, il ne me reste qu'à souhaiter une bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.